Dans le cadre du festival Vrai de Vrai, qui est donc un festival qu'on organise avec la SCAM et la Cinémathèque du Doc et Images en Bibliothèque, mais c'est surtout la SCAM qui est notre financeur, puisque du coup la SCAM identifie tous les ans 30 films, 30 documentaires qui leur plaisent, enfin voilà, qui sont sélectionnés, qui s'appellent les étoiles de la SCAM. Et parmi les 30 étoiles de la SCAM, l'équipe du festival, donc en bonne partie Sandrine ici présente et Janice à l'étage, elles ont sélectionné les films. Et puis donc voilà, donc il y a 8 documentaires qui sont montrés. On a commencé mardi et on finit dimanche. Donc il y a 8 documentaires qui sont montrés, pour la plupart en présence des cinéastes. Donc c'est vraiment une chouette occasion de voir ces films en présence des cinéastes. Tous les films sont en accès libre. Il n'y avait que l'adhésion, mais pour vous maintenant c'est réglé. Donc n'hésitez pas. Voilà, ce soir il y a 2 projections. Vendredi il y en a 2. Etc. Mais on vous laissera regarder le programme. Et puis en parallèle, du coup, on avait envie de faire d'autres choses. Donc par exemple, hier, on a eu une masterclass d'un des réalisateurs invités qui était à l'Université Lyon 2. Aujourd'hui, donc, la journée professionnelle, donc table ronde ce matin, et la séance de pitch cet après-midi, qui était le défi de l'année de Sandrine, d'organiser tout ça, mais on vous en dira plus tard. Voilà, il y a un showcase samedi, il y a des expositions, il y a une exposition photo et une installation sonore à la bibliothèque du 4e, donc soit entre midi et 2, soit après, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a des très belles photos de la revue Chab et une installation sonore, donc avec plein de petits modules qu'on peut écouter d'Hélène Poté. C'est vraiment très, très beau ce qu'elle a fait. Voilà, tout un tas de choses. Je n'en dis pas plus. Et surtout, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être là. Et je donne la parole à Sandrine. Merci. Bonne table ronde. Merci à toi de nous accueillir dans ce lieu où on se sent bien, et ce lieu du cinéma. Alors merci à tous d'être là. Non, je vais pas en plus en dire sur les pitchs et tout. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et j'ai envie de commencer par un tour de table. Juste peut-être un mot. Moi, je suis réalisatrice. Je prépare un doc avec des archives. J'ai déjà travaillé avec des archives, donc peut-être que je glisserai 2-3 questions plus personnelles ou impressions personnelles. Voilà pour me situer. Mais peut-être on va faire donc un premier tour de table pour vous tous vous présenter. Je commence par ma gauche. Jean-Fabrice, si tu peux dire un petit mot de ce que tu fais et de ta relation avec les archives. Bonjour à tous et toutes, merci d'être là et merci de nous accueillir. Effectivement, c'est toujours très bien, la programmation de l'Aquarium, toujours un œil dessus parce qu'il s'y passe toujours plein de choses. Alors, je m'appelle Jean-Fabrice Barneau, j'ai créé une société qui s'appelle Movida en 1988, donc ça fait un petit moment. J'ai fait 20 ans de fiction et depuis 20 ans, je fais du documentaire. Et dans le documentaire, j'ai une espèce de niche puisque je fais des portraits de gens de cinéma que j'aime et que j'avais envie d'honorer à travers la production de ces documentaires. Et donc, moi, mon rapport aux archives, puisqu'on va rapidement y venir, est principalement lié au film que je trouve pour parler des réalisateurs, des comédiens, des comédiennes que nous honorons. Et donc, voilà, c'est aller chercher dans les catalogues de films du monde entier voilà, c'est un travail un peu spécifique sur les archives, mais ça ne m'empêche pas de faire des films d'histoire, des films de société, et donc j'ai accès bien sûr à d'autres catalogues, à l'INA entre autres, mais il y en a multitude, et on en parlera tout à l'heure. Absolument. Amandine. Bonjour, et effectivement, merci pour l'accueil. C'est vraiment un endroit très cosy pour échanger. Donc moi, je suis Amandine Collinet, je suis la déléguée régionale de l'INA, donc basée à Lyon, mais pour les régions Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes. Alors mon rapport à l'archive, il est tout naturel quand on parle de l'INA. Je dis souvent que je suis un bébé INA. Moi, je suis arrivée très jeune à l'INA en tant que documentaliste. Et j'ai tellement adoré ce fonds que je découvre encore après plus de 20 ans à l'INA, je découvre toujours des pépites. On n'a pas fini de découvrir des choses dans ce fonds. On verra de quoi il est composé, mais il est juste gigantesque. Moi, j'ai commencé donc comme documentaliste. Ensuite, quand ina.fr a été créé, donc c'était la plateforme grand public qui permettait de mettre une sélection d'archives à disposition du grand public en 2006, je suis passée sur cette plateforme en tant que rédactrice.
Plus tard, j'ai commencé à faire de la coproduction pour notamment des web-séries et on a développé et produit les premières web-séries à base d'archives. L'idée, c'était d'adresser un public jeune qui n'était pas forcément familier des archives et notamment celles en noir et blanc, qu'on ne colorise pas. Voilà, qu'on colorise à la demande des diffuseurs, on va dire, parce que c'est une demande des diffuseurs. Et puis, je suis depuis 4 ans déléguée régionale, et là, mon travail, c'est de valoriser l'archive, INA notamment, évidemment, dans toutes ses composantes, donc bien sûr à travers des productions audiovisuelles, mais aussi des expositions de musées, des marques qui veulent des archives pour raconter leur histoire ou une histoire, des agences de com, des institutions culturelles, quelles qu'elles soient, qui ont un besoin d'archives. Et puis des partenariats avec des festivals, là encore pour valoriser notre fonds à travers des projections notamment. Et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier, pour remercier Lina de nous accompagner pour les pitchs cet après-midi, puisque vous dotez le meilleur pitch de 1 500 € d'archives. Donc merci pour ce soutien. Fabrice. Oui, donc je me présente, Fabrice Serron. Moi, je suis documentaliste audiovisuel, iconographe, donc depuis une vingtaine d'années, après une formation à l'INA également à Bry-sur-Marne. Je travaille avec l'archive depuis 20 ans sur des films documentaires à base d'archives, des films d'auteurs, mais aussi sur des projets d'exposition, de musées, des films corporate, institutionnels, et aussi avec des éditeurs pour la partie image fixe, photo. Donc pour moi, l'archive, elle est vraiment, c'est vraiment mon univers, tous les jours, de chercher les archives, de trouver les archives, de passer des archives. Et pour moi, l'image, elle est vraiment globale, parce que les archives, on en trouve partout, et on en trouve encore tous les jours. Voilà, on n'a pas fini d'en trouver, quoi. Et j'essaye aussi de travailler avec des sources d'images amateurs aussi. Dernièrement, il y a pas mal. Donc, on a aussi les médias usuels, les mastodontes comme l'INA ou les agences de presse, les producteurs d'images, on va dire classiques. Mais aujourd'hui, on trouve aussi quantité d'images amateurs sur différents supports qui sont numérisés, qui sont découverts tous les jours. Donc, il y a les cinémathèques régionales. Je crois qu'à Lyon, on n'en a pas vraiment. C'est dommage. On a la Ciné-Mémoire à Marseille. Il y a Cyclique dans la région de Tours. Il y a la Cinémathèque de Bretagne. Enfin, chaque région a maintenant son patrimoine cinématographique d'images amateurs. Et c'est vrai que voilà, ça c'est aussi faire un petit pas de côté, on en parlera peut-être plus amplement tout à l'heure, mais de pouvoir mettre la main et de pouvoir proposer aussi des nouvelles images. Voilà. Vas-y Nicolas. Bonjour, donc moi je m'appelle Nicolas Lévy-Beff, je réalise des documentaires dont certains sont faits avec des archives. Jamais totalement en archive, mais j'inclus et j'intègre l'archive dans certains de mes films. Et moi, mon rapport, avant même de faire des films, j'ai un rapport très sentimental avec l'archive. J'ai toujours aimé, effectivement, regarder ces vieilles photos, ces vieux journaux, et après découvrir des vieux films. Donc, le fait de rechercher même et d'aller creuser, fouiller, où on peut trouver des sujets, même comme ça, et avant tout quelque chose qui me plaît. Et après, le processus pour moi à l'intégrer ou en faire des films est différent. Mais à la base, c'est un matériau que j'aime. Donc c'est tout à fait normal que après j'ai. Mais même dans des fictions, j'avais vu un film qui s'appelait Vincere, et un film italien, et Marco Bellocchio, où il parlait de la montée du Duce à Rome. Et il avait utilisé des images d'archives et des séquences de fiction pour les intérieurs. C'était le rapport de Mussolini et sa femme. Donc j'ai même vu avec ça que tu pouvais intégrer l'archive de façon conséquente, même dans un long métrage. Donc voilà, mais moi, de plus en plus. Et de plus en plus. Oui, alors, est-ce que... Les graines du figuier sauvage avec les archives prises pendant la... Ouais. Après, archive, j'ai aussi... Donc moi, j'aimais l'archive ancienne, l'archive du début du XXe siècle, mais maintenant, comme le temps avance, même celle de la fin des années 90, ça vient de l'archive, quoi. Une image filmée, même la veille, devient une archive. Donc c'est là où je te rejoins, c'est qu'il y a de plus en plus d'archives, de plus en plus de supports, et maintenant, elles sont numérisées. Et tout ce travail fait que même le mastodonte de l'INA, on peut en consulter. C'est assez, enfin pour moi, c'est assez réjouissant. Voilà. Alors peut-être que pour commencer par toi, justement, c'est quoi alors les différentes archives que tu as pu utiliser dans tes films? Tu peux nous donner des exemples de différents fonds tous. En fait, ça dépend des budgets. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que l'archive a un coût, parce qu'il faut l'entretenir. Donc, quand on n'a pas trop d'argent dévolu à l'archive, donc j'ai eu de la chance, j'ai fait des films pour toutes les chaînes de toute l'histoire, qui donnaient pas grand-chose, mais on pouvait faire quand même des films.
Et donc mes premiers films, je les ai faits pour toute l'histoire et un peu de CNC sur l'histoire de la délinquance juvénile, donc tout ce qui se passait entre 1900 et 1970, quoi. Ou au moins la première partie du XXe siècle. J'avais besoin d'archives, et donc j'en ai trouvé à la Cinémathèque de Bretagne. Voilà, parce qu'il y a eu une révolte d'une maison de correction qui s'appelait la révolte du bagne de Belle-Île, qui avait été filmée et remis en scène par la Cinémathèque de Bretagne à l'époque. Et donc j'ai eu ça, mais j'ai aussi utilisé l'INA, j'ai aussi utilisé les archives allemandes, les archives américaines. On a aussi un fonds qui a disparu, qui s'appelait Lobster, qui était un fonds américain. Je crois qu'il a disparu. Non, il a été repris par voilà. un salarié. Qui permettait d'avoir aussi beaucoup d'images un peu moins chères. Et des archives russes. Enfin, quand je travaille, quand même, je prends, moi, un documentaliste. Le documentaliste a les accès à la science de savoir où trouver, comment y aller, l'interlocuteur qu'il faut contacter. Parce qu'après, moi, j'aime chercher, mais dans des fonds accessibles. Je n'ai pas toutes les tricks quoi, pour aller chercher dans d'autres fonds. Un réseau. Et ce qui est intéressant aussi, quand on travaille plusieurs fois avec un documentaliste, il nous connaît, il est capable de proposer et d'aller au-delà, à la limite de ce qu'on s'est dit, de ce qu'on voit, et te dit, mais attends, ça t'intéressera peut-être. Parce que moi, j'utilise aussi l'archive de façon détournée, mais sans détourner en soi le sens de l'archive. J'ai fait un film qui se passait... il y avait une période qui se passait début XXe siècle, c'était sur les grandes familles, les grands salons, donc j'ai été chercher des petites scénettes de fiction qui avaient été réalisées au début du XXe siècle, assez drôles, en muet, pour illustrer la vie quotidienne de mes protagonistes. Donc, c'est-à-dire que ce n'était pas eux qui étaient sur l'image, mais ça racontait la vie qu'ils avaient. Et ça, en fait, c'est aussi en discutant avec la documentaliste avec qui je travaillais, qui me dit, mais attends, on peut peut-être illustrer ou imager ce propos-là en allant chercher dans des fonds là et là. Donc c'était quoi ces fonds de films, de films de fiction que C'était Gaumont, je pense. Mais non, Lobster. C'était chez Lobster où en fait c'était rigolo, c'est des petites scénettes amoureuses, surjouées parce que c'était du début du XXe siècle, donc il n'y a pas de son. Ouais, du burlesque. Et ça convenait très bien, moi, à la période dont je parlais, quoi. Et ça, c'est un autre débat, mais le rapport du réalisateur et du documentaliste, pour moi, il est assez important. Une transition parfaite avec voilà. Fabrice. Voilà, vous faites un duo parfait. Partage le micro. C'est l'illustration, ouais. Toi, comment alors donc tu disais un peu les fonds. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors moi, je suis très curieuse parce que je cherche plein d'images, notamment par exemple. Alors là, c'est une question perso, mais il n'y a pas de fonds régionaux à Paris. Ou alors vas-y alors. Spécifiquement parisien. Ouais, parce que justement, je cherchais. Tu disais, il y a des régions qui sont très dynamiques. À Paris, on a le Forum des images. Le Forum des images, ouais, d'accord. Au Halles, qui existe depuis une quarantaine d'années, qui est un peu la vidéothèque, à la base la vidéothèque de la ville de Paris, qui a récupéré beaucoup de films, documentaires, reportages, des films de fiction. Après, il y a aussi une forme de dépôt légal, donc il y a beaucoup de gens qui leur déposent des films. Et normalement, le Forum des images a une vocation aussi patrimoniale de valorisation de ces images, où il les numérise et il les met à disposition sur des bases de données qui sont consultables sur place, malheureusement. C'est un très bel endroit, mais qui est un peu désuet. Donc, on ne peut pas consulter le catalogue en ligne. Il faut aller à Paris, il faut consulter, il faut dérocher les films. Les notices ne sont pas toujours bien, décrivent pas exactement dans le détail toutes les scènes. Donc, il faut prendre un peu de temps. Et maintenant, il y a aussi une cinémathèque d'Île-de-France. Il y a aussi l'Île-de-France, la région qui s'est dotée de sa propre cinémathèque, qui commence à avoir des petits films aussi, qui récupèrent... Que j'ai vu, mais qui est mal foutu. Mais après, c'est d'où l'intérêt d'avoir un documentaliste voilà. qui connaît les rouages, parce que moi, j'ai trouvé ça mal foutu. Tu as les archives départementales du 93. En fait, c'est toutes les archives communistes de Bobigny qui ont été... Tu peux les consulter. Et par rapport au sujet dont tu parles, tu as sûrement des images du début des années 50. Moi, je pense qu'il ne faut pas être littéral avec l'archive, mais c'est peut-être un autre... Il ne faut pas non plus la détourner de son sens, mais il ne faut pas chercher l'image exacte de ce que tu racontes. Et tu peux, dans ce fond-là, trouver quelque chose qui peut te convenir. Il est pas très cher, le fonds communiste. Donc, et tu peux aller... Non, tu vas sur... c'est quoi leur site ? C'est les archives départementales de... Non, mais même... Ciné-archives, c'est un peu plus cher. Et vous voyez en tout cas le nombre de fonds, c'est quand même un peu la jungle. Comment tu fais toi pour t'y retrouver? Alors j'imagine que c'est l'expérience.
Oui, c'est l'expérience. C'est surtout une approche. Si je rebondis sur ce que disait Nicolas, sur la relation entre le réalisateur et le documentaliste, c'est vrai que l'idée, c'est de ne pas être un presse-bouton, d'intervenir uniquement pour aller chercher l'image au moment où le réalisateur ou le monteur a besoin de l'image. C'est aussi de travailler en amont le plus possible avec déjà peut-être le producteur au moment du projet, de développement du projet, avant même des fois qu'il y ait un réalisateur dans la boucle. Après, éventuellement, enfin, pas éventuellement, bien sûr, très vite avec le réalisateur, mais c'est de travailler en tout cas très en amont dans le projet pour pouvoir déjà apporter sa plus-value, sa connaissance du monde des archives, du prix, des tarifs des archives, comme citait Nicolas, et aussi de l'usage des archives, parce que la même image, en fonction de la note d'intention du projet, on ne va pas l'utiliser de la même façon. Donc ça, c'est important. Après, effectivement, il y a une approche géographique en fonction du thème. Si on parle d'un sujet qui est très local, par rapport à une région, par rapport à un pays, par rapport à une aire géographique dans le monde, une approche donc territoriale, une approche thématique, parce qu'on est sur plutôt un sujet de société, militaire, ou quelque chose de très précis, comme les arts du cirque, par exemple, où là, effectivement, il n'y aura peut-être pas autant de sources que sur d'autres sujets. Voilà, et toutes ces données-là vont nous donner un fil un peu rouge qui va être déroulé pour pouvoir avancer dans ces recherches. Après, on a beau avoir un réseau assez important et avoir une bonne connaissance qu'on acquiert au fur et à mesure des années, on ne peut pas avoir une connaissance exhaustive sur ce monde des archives. Et c'est vraiment au moment où on s'empare du sujet qu'il y a une acculturation qui se fait, où de toute façon, avant même d'aller chercher l'image, il faut déjà avoir des repères chronologiques, des repères géographiques, des mots propres, voilà, il faut pouvoir se plonger dans le sujet par peut-être des lectures, des articles, voire des films qui ont été faits sur le sujet. Enfin, en tout cas, voilà, ce que j'appelle moi des recherches préliminaires, où on s'empare du sujet parce que on travaille comme un réalisateur sur des projets différents. Ça peut être un documentaire sur la chanteuse Amy Winehouse, ça peut être un film sur les impressionnistes au 19e siècle. Le lendemain, on va travailler sur une expo sur la Première Guerre mondiale. Donc on ne peut pas savoir tout sur tout et on est obligé de se plonger dans chaque univers pour pouvoir mieux s'emparer du sujet. Et une fois qu'on sera emparé du sujet, on va pouvoir effectivement aller chercher les meilleures sources liées au sujet. Tu avais travaillé pour DJ Mehdi, moi, qui a un film que... la série DJ Mehdi sur Arte. Donc ça, c'était un beau projet 2024. Je n'étais pas le seul documentaliste, on était une équipe de 3, avec Thibaut de Longeville, le réalisateur. Et effectivement, on a eu la chance, j'en parlais justement avec Maximilien tout à l'heure, c'était qu'il y avait beaucoup d'archives sur DJ Mehdi, parce qu'il était entouré de personnes qui prenaient des photographies, qui prenaient des films, même si on est dans les années 90, donc c'est les premières VHS, les premiers caméscopes DV. Et le fait de baigner dans un univers artistique fait qu'il y avait beaucoup d'archives, beaucoup de photos et de vidéos sur lui. Et après, c'était une question de choisir lesquelles on mettait en avant plus que d'autres. Et c'est vrai que tous les sujets, en tout cas sur des artistes comme ça de la scène musicale française, tous ne sont pas aussi bien dotés en images sur eux, quoi. Ouais, j'imagine, ouais. Alors c'est vrai qu'on parle d'archives, d'utiliser les archives, c'est aussi des photos, hein, on l'oublie un peu. Est-ce que vous avez un fond photographique, Alina ? Oui, on a. Alors moi, je voulais juste revenir sur le binôme recherchiste documentaliste et réal. Il est aussi important pour moi sur des docs d'archives que le binôme réal-monteur. En fait. Et nous, on intervient notamment à Lyon 3 avec les filières, les licences 3 audiovisuelles et les Master 1 documentalistes. On resimule une mini chaîne de production et où on insiste bien sur le fait que quand bien même les étudiants auteurs-réalisateurs ont des briefs, que le documentaliste a toute sa place pour proposer, répondre à la commande de l'apprenti réal, mais aussi de proposer, lui, des archives qu'il trouve intéressantes. Il y a vraiment un travail itératif entre le réal et le documentaliste. Enfin, c'est même la valeur ajoutée, j'ai envie de dire, du recherchiste documentaliste, c'est de proposer d'autres choses, d'ouvrir des angles
qui sont utilisés ou pas, mais c'est vraiment ça qu'on essaie en tout cas d'inculquer aux étudiants documentalistes. Donc pour répondre à ta question, oui, on a un fonds photo qui est accessible pour l'instant uniquement que sur les plateformes AFP et Getty. Alors on a 2 millions de clichés, mais simplement 500 000 numérisés, ce qui est quand même énorme. Accessible dans les emprises de l'INA et pour partie du coup à l'AFP, enfin sur les sites de l'AFP et Getty Images. On est essentiellement sur des photos des années 60-70 quand on avait des photographes qui allaient sur les plateaux de tournage dans ces années-là. Donc on est dans les périodes ORTF, en gros ORTF. Et donc on est très bon sur des images de starlettes françaises, internationales, tournées à Cannes entre autres, ou sur des plateaux de tournage, des politiques aussi, des scènes de la vie quotidienne, des scènes de tournage évidemment, aux quatre coins de la France. Donc on a un fond assez riche à ce niveau-là. On a une plateforme qui s'appelle InaMedia Pro, vous le verrez après, qui est vraiment la plateforme professionnelle qui donne accès à notre fonds professionnel, qui est en cours de refonte. Ça prend du temps parce qu'on a des volumes énormes et à terme on donnera accès à ce fonds photo numérisé sur la nouvelle version de la plateforme qui n'est pas attendue avant 2027. Okay. Voilà. Parce que moi je sais, alors c'est ce que vous disiez, moi je sais qu'en fait il y a des fois je cherche quelque chose de précis et puis après on aime bien quand on réalise un film et qu'on cherche à situer une ambiance, etc. C'est l'archive qui va me donner des idées. C'est-à-dire que c'est pour ça que tu disais c'est vraiment un fond itératif, enfin c'est vraiment un procédé itératif. Ouais. Et j'ai jamais travaillé avec un documentaliste parce que je suis pas des docs à gros budget. Et qui forcément c'est un budget, mais ça ça s'adapter. Hein. Moi j'en ai eu sur des chaînes du câble, des documentalistes. Hein. Ouais. Je les ajuste 2 jours au lieu de les avoir une semaine. Mais ils travaillent pas 8 heures, ils travaillent énormément, mais j'en ai eu. Pour des trucs précis, bien entendu, où on galère. D'ailleurs, l'INA a aussi un fond sonore. Hein. Les archives, c'est aussi le son. Oui, il y a aussi un fond énorme, sonore, hein. c'est vrai. Les archives, c'est le son. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce que tu disais, Nicolas, tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a différentes manières d'utiliser des archives. Et c'est vrai que pour stimuler l'imagination, c'est important de pouvoir se dire, tiens, cette image-là, je vais l'utiliser de telle manière ou de telle manière. Et là, j'ai envie de finir, d'aller vers toi sur... tu nous as apporté des exemples de différentes manières. Je ne sais pas si, Janice, est-ce que tu es prête pour les extraits ? Différentes manières d'utiliser les archives. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ou on lance les extraits comme tu veux ? Alors, juste, j'y reviendrai après, effectivement, c'est deux épisodes de 2 web-séries complètement différentes, mais les 2 épisodes traitent d'un même sujet, mais avec un angle différent. On va avoir la grande histoire d'un côté sur les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, date anniversaire cette année, quand même, 45. Et l'autre extrait, on raconte la petite histoire, on raconte la grande histoire via le prisme de la petite histoire d'un japonais doublement atomisé. Et vous allez le voir, ça résonne avec ce que tu dis. Dans le 2e épisode, c'est complètement une histoire racontée sur des images détournées. D'ailleurs, c'est une production que l'on a faite pour Arte. Et Arte a tenu à ce que, dans le générique, on indique que c'était des histoires vraies sur des images détournées. Donc je vous laisse regarder ces 2 épisodes qui sont une illustration parfaite de comment on peut utiliser de manière différente des archives pour raconter une même histoire. Bon, les images sont évidemment très dures, mais il faut savoir que ces web-séries, elles sont destinées quand même à un public. Alors, la grande explication, c'est Lumni, c'était France TV Éducation, donc Lumni Enseignement. Donc, c'est quand même pour un public scolaire. Arte, un peu plus âgé, mais quand même un public jeune. Vous voyez, la forme est complètement différente. Donc, on raconte c'est en creux la même histoire des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, avec un angle différent. Dans le 2e épisode, on voit bien que on n'a pas les images. C'est pas Tsutomu Yamagoshi qu'on voit sur les scènes apocalyptiques d'Hiroshima et Nagasaki, et pour autant ça marche. C'est lui. Voilà. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les images peuvent être aussi utilisées pour. Il y a Jean-Gabriel Perriot qui fait ça très bien, je crois. Ouais, tout à fait. Ou Patrick Jeudi à la télé.
Ouais. Mais il y a une mise en scène, l'image, en tout cas dans le deuxième, même dans le premier avec ses petits traits jaunes, etc. Mais dans le deuxième, il y a un vrai travail sur la matière. Tout à fait. De ralenti, de colorisation, il y a un vrai travail. Et puis une bande-son très, très caractéristique. Ça a été un choix artistique aussi d'avoir une bande-son électro. Chaque épisode a une bande-son différente. Et c'est ce qui plaisait aussi à Arte. Après, l'idée aussi, c'est qu'on s'adresse à un public plus jeune. Faut trouver une façon un peu différente de les capter. Donc, dans le premier épisode, on use de rotoscopie. Dans le deuxième épisode, on va un peu plus loin dans le traitement de l'archive, dans le traitement graphique de l'archive, et puis aussi de la voix off, qui est très très travaillée. La première web série, donc qui est La Grande Explication, est écrite et réalisée par une jeune réalisatrice qui s'appelle Florane Darcimol, et la deuxième par une tout aussi brillante jeune réalisatrice qui s'appelle Mathilde Hirsch. Qui a fait donc The Lost Ones, on a eu deux séries pour Arte, et La Grande Explication, je crois qu'ils viennent de signer une 8e saison pour Lumni. Voilà. Toujours avec la même forme. Merci pour ces deux exemples qui sont en plus de ça effectivement qui sont aussi un bon exemple de réal et de point de vue. Tout à fait. Avec un point de vue. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais il n'y avait pas que des archives de l'INA, loin de là. On avait des images d'autres fonds. On ne s'interdit pas, évidemment, quand on produit. L'essentiel, c'est l'histoire, et on ne s'interdit pas, quand on est à l'INA et qu'on produit, d'aller chercher des images dans d'autres fonds. NARA, on n'a pas parlé, mais... c'est quoi NARA? Je connais pas. Le NARA, c'est les archives. Ouais, d'accord. Les archives nationales. Tout à fait. Qui sont accessibles, qui sont, je ne vais pas dire pour la plupart numérisés, mais il y a un gros paquet numérisé quand même. Gaumont-Pâté, évidemment. Voilà. Peut-être un mot, alors Jean-Fabrice, toujours sur la mise en scène. Est-ce que toi, dans les films que tu as pu produire, comment vous traitez les archives? Est-ce que vous les traitez aussi comme une matière? Est-ce que vous les détournez? Alors, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait du portrait, donc on reste assez proche de ce que, d'une certaine forme d'hommage qu'on pourrait donner à la personne dont on parle, donc souvent des cinéastes, comédiens, comédiennes, et donc on reste aussi dans un certain classicisme, dans le sens où on respecte sa carrière et à la façon dont on doit traiter, en tout cas à mon sens, on a moins l'occasion d'aller sur de la mise en scène d'archives, peut-être que comme l'exemple cité précédemment, ou les exercices, les films qu'ont fait les interlocuteurs qui sont là. Mais donc, en fait, nous, l'archive principale, c'est le film. Et donc, en revanche, effectivement, on essaye de mettre en scène le choix des extraits. Et le choix des extraits, leur durée, la façon de les mettre en place dans le film. On essaye de casser aussi le fameux interview, extrait, plan de coupe, etc. Enfin, on essaye de faire en sorte aussi que l'archive soit utilisée d'une manière originale, en essayant de sortir, bien sûr, de l'extrait de film, en allant chercher aussi beaucoup dans la carrière des comédiens ou des cinéastes des fonds personnels. Parce qu'ils en ont souvent, les cinéastes ont souvent eu une Super 8 ou une caméra H8 quand ils étaient jeunes. Ils ont souvent filmé sur leur propre tournage où il y a du making-of, etc. Donc ça, c'est une matière qui, dans ce cadre-là, nous intéresse beaucoup. Mais chaque film demande une mise en scène particulière des archives. Enfin, je veux dire, j'ai pu faire aussi des films d'histoire dont j'ai parlé tout à l'heure. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps avec le CPAD. Donc, moi, j'ai découvert un fonds que je connaissais mal. Je travaille beaucoup avec l'INA. Le CPAD. Alors, le CPAD, c'est le fonds audiovisuel
du ministère de la Défense et donc des armées françaises depuis 1915. En fait, ils ont récolté toutes les images liées aux nombreux photographes ou caméramans qui ont pu être embarqués dans les missions de l'armée française. Donc ils ont un fonds extraordinairement riche aussi sur pas mal de choses, hors bataille, évidemment, sur des discours d'hommes politiques, mais qui ont un lien effectivement avec principalement avec les deux guerres mondiales et tous les conflits armés de l'armée française, la guerre d'Algérie, etc., etc. Donc là, sur ce film, par exemple, c'est un film qui s'appelait Pétain et les francs-maçons. Là, on a fait quelque chose qui était totalement original, parce que les auteurs, Laurent Joly et Jean Barras, sont allés dans les loges de franc-maçonnerie ouvrir des cartons d'archives qui n'avaient jamais été ouverts. Et qui parlait effectivement d'une période, la Seconde Guerre mondiale, où le sujet était que Pétain, son ennemi principal avant tout le monde, ça a été les francs-maçons. Et donc on a découvert dans ces archives des éléments incroyables que personne ne connaissait et qu'on a mis en lumière comme on l'a pu, avec des moyens aussi relativement restreints, puisque je travaillais avec Histoire TV, qui fait certes partie du groupe TF1, mais qui met peu d'argent sur la table. Et donc on n'a pas eu la région Auvergne-Rhône-Alpes sur ce film, par exemple, et ça a considérablement amoindri notre budget archive, pour le coup, d'où notre recherche sur des archives originales qui ne coûtaient pas grand-chose. Enfin, parfois, il y a effectivement à la production des effets de manche qu'on peut produire pour se démerder à trouver de l'archive tout en ayant un budget ridicule. Ouais. Voilà. Il faut être créatif pour mettre en scène et puis pour trouver des moyens de... Je pense qu'il y a... Enfin, vous l'avez dit très bien avant moi, mais il y a, à partir du moment où on touche à ce trésor qui peut coûter très cher, il faut qu'on soit créatif et il faut effectivement mettre en scène d'une manière nouvelle à chaque fois, en définitive. Mais c'est vrai que c'est un travail formidable de travailler sur l'archive. C'est absolument extraordinaire. Moi, je me rappelle une fois, alors pour donner un petit exemple, mais j'avais fait un documentaire sur la célébrité avec Élise Larnicole des Robins des Bois. Il fallait installer le personnage d'Élise Larnicole, mais Canal+, ça coûtait extrêmement cher. Et donc, elle était scandalisée en disant, mais comment, enfin, c'est moi on a fait les sketchs et puis ça coûte très cher. Je dis, ouais, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est le diffuseur qui est propriétaire. Et donc, j'étais allée dans les fonds de l'INA, on avait travaillé avec l'INA et on avait trouvé un extrait de journal télévisé qu'il a présenté tout aussi bien. Mais effectivement, voilà, il y a des... ou pâté, c'est cher aussi. Enfin, voilà. On n'est pas les plus chers. Non, vous n'êtes pas les plus chers. Ce qui est quand même et le CPAD, c'est cher, je crois, non ? Alors, comme l'INA, ils ont des formules de coproduction, ce qui a été le cas. Ils sont tout de suite rentrés, ils étaient très intéressés par, effectivement, d'une part, le fait qu'on puisse aborder un sujet très original, parce qu'en histoire, après tout, il y a quand même beaucoup de traitements. Et là, celui-là, personne n'en avait entendu parler, nulle part. Donc ça les a bien sûr intéressés rapidement. Et donc, on pouvait aller chercher des archives que je dirais assez généralistes chez eux, et nous venir avec ce qu'on avait trouvé dans des fonds qui n'avaient jamais été ouverts. En plus, moi j'ai découvert, alors toi tu dois connaître ça par cœur bien sûr, mais j'ai découvert des gens comme les ateliers des archives ou des gens qui sont un petit peu moins chers que d'autres, disons un petit peu moins. Voilà, après, il faut effectivement, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a un travail préparatoire qui est phénoménal à partir du moment où on travaille sur les archives. Le producteur, le réalisateur ou le documentaliste qui peuvent travailler dessus, il faut qu'il soit vraiment en amont un projet. Moi, en tant que producteur, je tiens à dire quand même que comme le financement
arrive à des moments décalés par rapport à la préparation, le développement, etc. Je tiens à dire que parfois, effectivement, on a un plan A en disant tout va bien, on a tous les financements, etc. On a un plan B, on a un financement en moins, et puis on a un plan Z où on n'a rien. Et on doit quand même sortir un film. Voilà. Bon, mais on a des interlocuteurs quand même qui connaissent la musique et qui donc peuvent parfois nous aider aussi à trouver des solutions. J'ai envie de me tourner peut-être un peu vers la salle après ce premier round. Est-ce qu'il y a des questions Ouais, vas-y. Par rapport à quelque chose que vous avez dit, est-ce que, en admettant que je veux des archives qui viennent de Canal+, et que ça coûte très cher, si l'INA, par exemple, a des archives d'une émission qui a déjà utilisé les archives de Canal+, est-ce que j'ai le droit d'utiliser Est-ce que j'ai le droit d'utiliser, du coup, l'émission qui est dans les archives de l'INA, qui utilise des images de Canal+, pour payer moins cher, en fait, et éviter de payer les archives à Canal+. C'est ce qu'on appelle des inserts chez nous, et non, ça serait trop facile, évidemment. À chaque fois qu'un film est sorti, il y a eu forcément un sujet de JT qui parlait de la sortie de ce film, et qui avait un extrait de bande-annonce, l'affiche, et non, ça reste des droits qui appartiennent à Canal, et on ne peut pas utiliser ce sujet de JT et d'extraire juste le... Non, ça ne marche pas comme ça. Juste un petit complément. L'INA a une approche très pragmatique des choses qui font qu'ils pourront te livrer les images moyennant un service qu'ils appellent le servicing, où en fait ils vont te livrer uniquement le matériel. Et bien sûr, les droits sont à la charge, avec une décharge assignée pour le producteur. Et donc, ils t'engagent à contacter les ayants droit pour dealer les droits directement avec eux. Mais en attendant, tu pourras récupérer les images. En fait, on se décharge, c'est vrai. Alors, on vend quand même l'archive, le sujet de JT, le matériel. Hein. Le JT chez nous, c'est ce qu'il y a de moins cher. En revanche, effectivement, on fait signer des décharges qui engagent le producteur ou l'agence de com ou quoi, à faire les démarches auprès des ayants droit pour libérer les droits de l'extrait. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors moi j'en ai une, parce que en fait en termes de droits d'auteur, et peut-être c'est intéressant de venir sur les droits, puisque là la question et puis c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Est-ce qu'on a le droit de mettre une télé avec une image dans son image qu'on filme soi-même et avec une télé un peu loin? Comment ça se passe, ça, ce genre de citation un peu détournée? On peut utiliser tous les artifices qu'on veut, même si l'archive est une vignette vraiment très très lointaine dans le plan, ça restera quand même une utilisation, une exploitation d'archives pour, je sais pas, une télédiff peut-être, et ça sera les mêmes droits. Non, ça marche pas. Ouais, on peut pas. Ouais, alors moi je vais relativiser ça en même temps, parce qu'il faut de toute façon parfois relativiser certaines choses, y compris sur les droits. En tout cas, moi j'ai eu l'occasion de le faire toute ma vie de producteur, en tout cas dans le documentaire. En fait, il y a certaines chaînes où tu peux faire certaines choses, parce qu'il y a certaines chaînes qui sont moins vues que d'autres. Je veux dire, il y a des droits sur lesquels tu ne transiges pas quand tu es visible sur France Télévisions Nationale, sur Arte, sur des chaînes qui sont extrêmement visibles par les ayants droit en particulier. Il y a d'autres chaînes où tu peux te permettre ce genre de choses. Moi, je suis désolé, je l'ai fait et je continuerai à le faire. Bon, après, moi, je veux bien parler de ça. Il y a quand même, effectivement, tant dans le droit américain que dans le droit européen, des autorisations sur la citation qui existent et qui sont utilisables, bien évidemment. Et moi qui fais... Enfin, moi, je parle souvent de ça avec les grands catalogues type Gaumont, Pathé, Studio Canal, etc., sur l'utilisation des extraits de films. Évidemment, quand on a... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Ciné+, qui est une petite chaîne du groupe Canal+, une petite chaîne très cinéphile, pour le coup, Ciné+ classique. Et je travaille beaucoup avec Bruno Deloy, qui est un homme de télévision que j'aime beaucoup, et il n'y en a pas beaucoup que j'aime bien comme ça. C'est un type qui nous laisse une entière liberté éditoriale
éditorial et qui vient pour voir le film. Et moi, en 20 ans de collaboration avec lui, il m'a fait 2 remarques sur... j'ai dû faire 40 films avec lui. Donc vous voyez, c'est loin d'être le cas quand on travaille avec Arte, avec France Télévisions, etc. Bref, avec lui, on a une espèce de gentleman agreement dans le sens où lui sait très bien que dans les films que je lui livre, il y a des choses que je ne paye pas, qui sont sous la forme de citations. Alors des citations qui sont mesurées, évidemment, mais on considère aussi que dans les films qu'on fait, sont des films qui ont une vertu... comment dirais-je, éducative d'une certaine manière, qui vont servir éventuellement pour des professeurs dans le cadre scolaire. Sont des films qui présentent le travail d'artiste. Quand on fait des films sur des réalisateurs, on donne envie à des jeunes gens, ou des moins jeunes évidemment, de revoir leur œuvre. Donc on s'inscrit dans ce type de travail-là, et donc dans cette philosophie, si vous voulez, de montrer des choses qui servent à donner envie de découvrir des gens. Donc là, sur le droit de citation, on reste juridiquement encadré par cette idée-là de faire entrer de l'archive dans le cadre de ce droit de citation, et que ce soit aux États-Unis où il y a le système du fair use, ou en France où on est encadré par la Convention de Berne sur ce principe d'autorisation de montrer des œuvres, et, tant au niveau du droit moral que du droit patrimonial. Donc je pense qu'il y a quelques petites libertés qui peuvent être envisageables dans certains cas pour cette utilisation-là. Oui, ça s'appelle le risque mesuré. C'est le risque mesuré Ou le pas vu, pas que pris. je prends, moi, depuis 20 ans. Je sais qu'un jour, ça pourra mal se passer. Je sais qu'un jour, il y en a un qui va me tomber dessus. J'ai un copain, allez, je vais donner une anecdote, mais elle est tout à fait... Elle est importante, mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu... j'ai un copain qui a produit un film sur Jean-Pierre Melville, donc toujours dans le cadre du cinéma, Jean-Pierre Melville et Alain Delon, qui ont eu une relation, une collaboration merveilleuse que vous connaissez peut-être. Et donc, ils ont fait un documentaire pour Ciné Plus il n'y a pas longtemps. Ils ont utilisé une bande-annonce. Alors, si tu me laisses le temps, je fais une petite aparté sur la bande-annonce de film, parce que ça, c'est important. La bande-annonce d'un film, donc, c'est fabriqué en général par le distributeur d'un film. C'est pas fabriqué par le producteur. Donc, il n'y a pas les mêmes règles juridiques qui sont adaptées sur cet élément de marketing d'un film. C'est-à-dire que, en l'occurrence, la bande-annonce appartient effectivement au distributeur qui l'a commandée. Les droits des images des bandes annonces. Exactement. Et donc, on dit depuis, moi, depuis que je produis des films sur le cinéma, évidemment, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. C'est-à-dire que je passe des bandes annonces des films sur lesquels j'ai pas les mêmes problématiques juridiques que sur des extraits. Et donc, alors ça c'est une espèce de tolérance qui vaut ce qu'elle vaut. Et je vais aller au fond donc de mon exemple, parce que mes copains qui ont produit ce film Jean-Pierre Melville Delon, donc passent une bande-annonce du Samouraï. Donc le film est quand même vu. Alors le Samouraï il est détenu par Pathé, et Pathé a envoyé une lettre recommandée parce que c'est Delon, parce qu'on touche là à une star, et que là, donc tous les faisceaux sont au rouge d'une certaine manière, parce que dès qu'on touche à des gens hyper connus, et ben là, il faut vraiment se méfier de tout. Là, pour le coup, il faut faire gaffe, même si là, c'était une diffusion Ciné Plus, pour le coup. Donc, Pathé a envoyé une lettre recommandée en demandant au producteur d'enlever, effectivement, cette archive, ce qui a été extrêmement compliqué parce que le film a été livré, le PAD a été accepté, etc., etc. Donc là, et je connais très bien le monteur, parce que je travaille avec lui depuis 20 ans, là, ça a été une vraie galère. Parce que vous étiez obligé de l'enlever, c'est ça En l'occurrence, ils ont été obligés. Alors, je crois qu'ils ont transigé avec Pathé. Qu'il y a eu qu'il y a eu un accord financier qui a été fait. Mais je pense que ça n'a pas été une bonne nouvelle pour le producteur.
Non, ça c'est sûr. Donc voilà, moi j'utilise beaucoup de bandes annonces américaines, par exemple. Parce qu'il faut dire que travailler sur le catalogue des films américains, c'est extrêmement complexe, extrêmement compliqué. Je m'y suis essayé et je me suis dit jamais plus je le referai. En gros, pour faire vite là-dessus, les catalogues américains sur les films, en gros, que vous travaillez pour Ciné+, Arte ou pour toutes les chaînes du monde, ils s'en foutent. Il y a un prix. Pour 1 minute de film, il y a un prix. Que vous en utilisiez 10 secondes ou 40 secondes, ils s'en foutent. La minute, c'est tant de dollars et ils veulent rien savoir d'autre. Donc, à un moment donné, soit on travaille avec des gens qui peuvent avoir les droits américains. Et tu parlais de Lobster, qui est une boîte, effectivement, qui était dirigée par Serge Bromberg, qui est un garçon absolument amoureux du cinéma et qui avait plein de droits de Buster Keaton, plein de films. Les droits RKO, par exemple, il avait tout. Moi, j'ai fait un documentaire sur Jacques Tourneur et La Féline était chez RKO, etc. Bref, donc on peut parfois travailler avec des gens indépendants. Voilà. Mais les studios américains, moi, j'ai jamais travaillé avec eux parce que c'est absolument impossible de négocier avec eux. Voilà, je finis. Ouais, vas-y, Nico. Non, mais le système de fair use, c'est quoi exactement? Parce que j'ai un pote qui a produit un film sur Jackie Chan. Ça a été une galère sans nom. Il a même perdu des sous. Et limite, il voulait visionner avant la chaîne, le distrib américain. Alors, le fair use, moi, je ne l'ai jamais utilisé. Alors, juste parle bien dans ton micro. Oui, pardon. Damien, là, c'est pas assez. Damien, voilà, là, c'est bien, là, c'est bien. Tu dois être fou. Oui, voilà, n'hésite pas à me dire si je ne suis pas dans le micro. Et donc, le fair use, moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'ai des copains et des copines, producteurs et productrices qui le font régulièrement. Les sœurs Kuperberg, par exemple, travaillent beaucoup sur ce système-là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, en fait, j'en reviens au droit de citation. C'est un espèce de droit de citation à l'américaine. C'est-à-dire qu'en fait, elles m'ont expliqué qu'elles travaillent avec des catalogues de films américains, de films de studios, et elles payent un avocat sur place aux États-Unis qui connaissent bien les studios et qui leur demandent justement d'utiliser le droit de citation dans le cadre de films dits éducatifs aussi, etc. Il y a aussi cette possibilité. Il y a un droit international par rapport à ça, en définitive. Il y a une autorisation particulière sur la citation et c'est ça, le fair use, c'est l'équivalent de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais géré quand même à travers un cabinet d'avocats qui est en relation avec les studios et qui négocie et contractualise tout ce système. Donc voilà, il y a cette possibilité. Ça te coûte quand même de l'argent, ça te coûte le prix d'un avocat pour négocier tous tes extraits. Mais une fois que tu l'as fait une fois, c'est ce qu'elle m'avait expliqué. Après, si tu veux, elles ont travaillé beaucoup sur la cinématographie américaine parce que la première fois a déclenché aussi le fait de pouvoir connaître comment... Ça fait 20 ans qu'elles sont sur ce créneau. Fabrice, toi, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'était en complément de ce que disait Jean-Fabrice. Effectivement, juste pour expliquer, le fair use, c'est vraiment un dispositif du droit américain et de beaucoup de pays anglo-saxons qui ont en commun aussi le common law comme règle juridique. Et ça permet effectivement des dispositifs, mais qui sont très réglementés. En fait, ça paraît être du libre de droit, mais ça n'en est pas du tout. Ça semble être une permissivité. En fait, ça permet effectivement d'utiliser des œuvres sans obtenir exactement l'accord des ayants droit d'auteur ou droit à l'image de ces œuvres, dans une utilisation très restreinte pour un projet de données. Et c'est encadré dans le sens, c'est pour ça qu'il passe par des cabinets d'avocats, parce qu'il faut que ça soit labellisé par un cabinet juridique. Et il faut aussi que les informations soient citées dans le film, soit à l'écran au moment où l'extrait est utilisé, soit au générique, mais avec des mentions très précises de titres, d'auteurs, de dates, de producteurs, qui sont vraiment très normés, quoi. On ne peut pas se permettre comme ça d'improviser du fair use. C'est valable pour l'Europe aussi. Et ça n'existe pas. Tu dois vraiment oui. Tout ce que tu utilises. Alors, Mais ça reste un abus dans le sens que
ce n'est pas c'est vraiment une spécificité du droit américain, donc ça n'existe pas en Europe, ça n'existe absolument pas en France. En France, on revient à du pas vu, pas pris ou du risque mesuré, comme citait Amandine. Donc éventuellement, si on a fait du fair use avec un cabinet américain, on ne sera pas attaqué par les majors des studios américains, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on pourrait être attaqué effectivement par une autre major ou une major américaine qui peut avoir une entité française avec un siège en France et à ce moment-là passera par son entité française pour embêter. Mais au-delà de ces questions, c'est intéressant, après on pourrait parler aussi du livre de droit, mais moi je voudrais surtout revenir un peu sur le tarif des archives parce qu'on a commencé à l'aborder. Effectivement, Amandine nous en dise un mot aussi. Les archives ont un coût parce que déjà je suis entouré d'auteurs, donc vous-même vous avez produit des œuvres que si quelqu'un les utilisait dans une autre œuvre ou dans un autre contexte, pour une exposition, ou pour faire un event à la sucrière ou autre, vous souhaiteriez retoucher un peu des royalties, ça vous paraîtrait normal. Donc voilà, il y a ce principe aussi de royalties, mais au-delà de ça, il y a aussi pour certains films qui sont tombés dans le domaine public, parce qu'il y a tout un pan des archives qui sont produites, des photos, des films, des documents sonores, même des disques, qui sont dans le domaine public parce qu'on est 70 ans ou 50 ans après la mort de l'auteur, mais finalement il y a quand même des institutions qui sont en charge de les conserver. Et il y a toute cette dimension patrimoniale qui a un coût, parce que numériser une photo, la mettre sur une base de données avec des mots-clés, un titre, une légende, vérifier les droits, pareil pour des films, encore plus pour les films, parce que sur les films, on est sur des supports différents. Ça peut être du 16 mm, du 8 mm, du Super 8, du 9.5. Donc si on ne s'occupe pas de ces films en nitrate, ils pourrissent sur une armoire. On ne peut pas les retrouver comme ça 20 ans après s'ils n'ont pas été conservés. Donc il y a un moment, il y a une expertise. Et c'est ce que faisait Lobster ou d'autres boîtes, l'INA bien sûr, ou même des plus petites structures comme la Suite Numérique à Lyon. C'est aussi une manière de numériser ces films, de les mettre en valeur et donc après de trouver un juste prix dans lequel eux ils s'y retrouvent pour tout ce travail-là, éventuellement verser des royalties à des auteurs ou à des familles qui ont déposé des films et bien sûr avoir un juste prix par rapport au producteur qui veut acheter ces archives pour les utiliser. Voilà. Et comme disait aussi Jean-Fabrice, c'est intéressant. Je pense même avant de partir dans des petits stratagèmes pour utiliser des images, comme citait Sandrine, filmer une image dans un écran, faire une mise en abîme, comme ça on se dit elle n'est pas trop utilisée, peut-être que je peux le faire. Sur le principe, non, en fait, à partir du moment où on voit l'image, qu'elle prenne un 16e de l'écran ou qu'elle soit plein pot à l'écran, on doit la déclarer et l'acheter officiellement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est justement de peut-être négocier, de rentrer dans une phase de négociation, de clearance, où effectivement, si on l'utilise en tout petit dans un coin du décor, ça ne sera pas le même prix que l'utiliser plein pot caméra, donc ça, à l'écran. Donc ça, c'est des niveaux aussi de tarification qui sont intéressants de savoir. Et après, effectivement, sur tout un pan du cinéma, ça fait partie aussi des arguments de la négo. Moi, ça m'arrive des fois, par exemple, d'avoir Studio Canal. On va négocier un petit bout de Truffaut, d'un film de Truffaut, qui fait partie donc forcément de leur collection premium, du grand patrimoine de cinématographie français. Mais on peut travailler avec une petite production, un petit budget qui n'a pas forcément de quoi s'acheter du Truffaut. Mais c'est aussi l'occasion de lui dire, oui, mais finalement, regarde Truffaut, à part les programmations à la Cinémathèque française ou de temps en temps Arte qui va en ressortir une fois par an, finalement, c'est l'occasion aussi, dans un documentaire complètement autre, de pouvoir remettre du Truffaut, de pouvoir replacer qui était Truffaut, les films de Truffaut, sa façon de filmer les comédiens, son approche, le temps long qu'on n'a plus aujourd'hui, tout est très cut, très rapide. Donc voilà, de montrer aussi un certain forme de cinéma, quoi. Voilà, donc c'est intéressant aussi. Ça peut être des arguments de négociation. Pardon. Alors évidemment, j'ai envie de me tourner vers toi sur cette question des droits, des tarifs. Je sais que tu disais, là, il y a les Américains, c'est tant de dollars par minute. Pour vous, c'est pas la même chose selon si on fait un film, là, je le sais pour le coup, pour France 3 Régions ou pour Arte. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ? Oui, tout à fait. Je voudrais juste ajouter qu'il y a aussi les coûts de stockage qui sont inclus dans le prix, qui est un vrai sujet, le coût de stockage. Nous, c'est 30 millions d'heures de contenu que l'on stocke. Du coup, et on a
ou matériellement parlant? Alors en France, on a un data center à Brie-sur-Marne au siège social de l'INA et un data center de secours en région parisienne. D'accord. Voilà. Alors oui, effectivement, les prix pendant les 10 dernières années, et c'est tout récent, on était à la tarification à 30 secondes. Là, c'est ce que je disais un peu juste avant que on fasse cette table ronde. Depuis 15 jours, on est à la tarification à la seconde. Donc ça, c'était une réelle demande du milieu, notamment de producteurs audiovisuels, des syndicats de producteurs aussi, qui étaient justifiés. On n'est pas beaucoup à faire la tarification à la seconde désormais. Enfin, tu en parlais. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont aux 30 secondes, voire à la minute, et ils n'en dérogent pas. Et effectivement, le coût de l'archive dépend du type de fonds. J'ai commencé à l'aborder tout à l'heure, les fonds d'actualité, ce qu'on peut appeler le JT ou les actualités françaises. Peut-être que tout à l'heure, on balayera rapidement 2-3 slides que j'ai faites qui récapitulent grossièrement le fonds qu'on détient. Donc l'actualité, ça va être moins cher que de l'œuvre artistique. On a chez nous aussi ce qu'on appelle du premium, c'est essentiellement des mandats que l'on prend. On a tout type de mandats, ça peut être des mandats de sociétés de production, de réalisateurs, mais aussi de fédérations, de FFT, du CIO, qui est une tannée, le CIO. C'est-à-dire une tannée. Une tannée, le CIO, ils sont très très regardants. On a ce mandat pour la distribution de contenu du CIO en France, seulement en France, ce qui pose d'ailleurs des problèmes quand nos interlocuteurs veulent des droits VOD notamment. Mais surtout, le CIO veut avoir une visibilité sur l'exploitation qui va être faite de ces contenus. Dans quel programme ils peuvent, c'est-à-dire ils veulent voir comment va être utilisé le contenu, leurs images. Voilà. Un droit de regard. Donc, d'office, ils vont dire non à certaines exploitations ou certains types de clients qui voudraient utiliser leurs images. Bon. Alors, moi, j'ai eu un exemple. Juste, j'en profite. Ouais. Comme ça, je vais pouvoir moi aussi balancer un peu. Non, mais tout simplement, là, on a fait avec la case La Ligne Bleue un France 3 sur l'affaire Festina, avec un réalisateur et une production. Et en fait, on n'a pas eu le droit d'utiliser les images du Tour de France qui sont le groupe ASSO qui sont à l'INA. Alors, soit on passe directement par le groupe ASSO, mais eux, ils n'ont que des droits, mais ils n'ont pas des images. Soit on passe par l'INA qui ont les images et en même temps qui vont dealer avec ASSO derrière. Et en fait, en passant par l'INA, on a eu le refus d'ASSO. Et qui ne voulait pas qu'on utilise des images du Tour de France de 1998 parce qu'il ne voulait absolument pas reparler de cette affaire de Richard Virenque, de l'affaire Festina, du dopage, ce qui est un mépris total pour le journalisme, le droit à l'information et notre documentaire. Et c'est un droit de censure. Voilà. Donc on parlait de droit de regard, ça peut aller même jusqu'à un droit de censure. Voilà. Il y a un film qui a été fait sur la tragédie du Mans récemment. Avec du coup ACO. Et en fait, j'ai vu le diffuseur hier. Ça a été une tannée pour avoir avec les archives. Assez complexe aussi. Donc en fait, on a ces mandats, effectivement. On a ASO, donc Amaury Sport Organisation, pour le Tour de France, mais aussi le Rallye Dakar, des choses comme ça. On a ACO, donc, qui est l'Automobile Club de l'Ouest pour les 24 heures du Mans. On a la FFT, et en fait, je ne vais pas dire au quotidien, mais on a vraiment une politique d'acquisition de mandats. Là, en ce moment, c'est les clubs de Ligue 1 de foot. On a d'autres fédés sportives avec lesquelles on est en train de traiter. Des mandats d'actualité aussi, notamment avec des vidéastes youtubeurs. Voilà, donc ça, c'est du premium. On a un fonds aussi TF1 Actualité. Donc, ça, c'est pas du premium, mais voilà, on a aussi cette politique de mandat. Donc, pour quand tu dis premium, c'est que c'est cher. C'est un peu plus cher. Et d'ailleurs, on vient de changer la tarification, comme je le disais, à la seconde, qui n'est pas tout à fait vrai et même pas du tout vrai pour les mandats, parce que là, il va falloir qu'on négocie avec chaque ayant droit de voir s'ils sont OK pour qu'on fasse la tarification à la seconde. On a encore des mandats pour lesquels on est à la tarification à la minute. Et pour les archives vraiment purement audiovisuelles pour vous, le fonds qui nous appartient. Le fonds qui vous appartient, qu'est-ce que ça contient
Bon, ça contient toutes les archives de l'ORTF, enfin depuis. Oui, c'est ça. En fait, est-ce que je ne sais pas si on peut passer une slide, ça sera plus parlant. Juste pour revenir du coup sur le prix, parce que là c'est pas dans les slides. Ouais. On peut descendre. Donc c'est ce que je disais. Enfin, l'INA, c'est 30 millions d'heures de contenu. Alors 170 millions de vidéos vues en 2024 via notre écosystème ina.fr. Et effectivement, nous on les appelle les orfèvres de documentalistes qui connaissent très très bien le fond. Et voilà, peut-être que tu peux en parler. Tu es peut-être en lien des fois avec des documentalistes ina aussi. Ah oui, bien sûr, ouais, sur chaque projet. Que l'INA soit coproducteur ou pas du film, de toute façon, avant d'interroger un fond, il faut toujours interroger ceux qui gèrent le fond, parce que finalement, c'est ceux qui connaissent mieux les images qu'ils ont mis à disposition sur ce fond. Comment interroger par mots descripteurs, par mots-clés, par date, voilà. Puis des fois, il y a des fonds qui ne sont pas numérisés, donc on est obligé de contacter l'INA, parce que sur INA Media Pro, qui est la base vraiment des professionnels et documentalistes qui accèdent à tous ces millions d'heures de rush de films, il y a des cassettes, des fois, enfin des fonds qui apparaissent en fiches descriptives, mais qui ne sont pas numérisés derrière, donc on est obligé de les contacter pour pouvoir demander des numérisations. Et effectivement, c'est un fond qui est sans fin, quoi. Ils ont une vraie expertise aussi sur le fond radiophonique, tu en parlais tout à l'heure. Le fond radiophonique qui est beaucoup moins bien indexé et aussi beaucoup plus compliqué à traiter, dans la mesure où c'est pas comme dans une vidéo où on peut passer, on peut voir les images. Ah oui, le fond audio, faut écouter. Tout, ouais. Et c'est long. Donc, on a des documentalistes qui sont assez experts sur le fond radiophonique et qui savent où chercher, en tout cas. Pour en revenir au prix, donc effectivement, le prix dépend du type de fond. Je fais plein de digressions, pardon, mais... Donc, actualité, ça va être moins cher que de la prestation artistique, que du documentaire. Ça va dépendre de l'exploitation qui en est fait. Effectivement, une chaîne régionale, c'est moins cher. Et des droits régionaux, ça va être moins cher que du droit du droit francophone ou une extension monde, une exploitation monde des images. De l'exploitation VOD, ça va être moins cher qu'une exploitation télévisée, voilà, télévisuelle. Des droits d'exposition, c'est moins cher, pareil, que des droits télé. Enfin, voilà, des droits pub, ça va être plus cher que des droits télé. Enfin, voilà, on a une grille qui est juste énorme, une grille tarifaire qui est juste énorme. Et impossible pour moi de vous donner un prix... alors en plus on vient de changer à la seconde, donc on a perdu tous nos repères de tarification. Mais voilà, les prix dépendent véritablement de la durée des droits que vous allez prendre, de l'exploitation des droits et du type de fonds, en gros. Et si on peut juste passer la slide en dessous, là, on va voir... voilà, là, celle-ci. Donc, je parlais des 30 millions d'heures de contenu. En vérité, on n'a les droits que sur 2,5 millions d'heures de contenu. Les droits, c'est ce qu'on appelle les archives professionnelles. Le reste, donc les autres 27 millions d'heures de contenu, on les a au titre du dépôt légal de la télé et de la radio. Le dépôt légal, qui est une loi pour la télé, et la radio, qui est une loi de 92 mise en application en 95 et qui oblige l'INA à garder une trace de tout ce qui est diffusé à la télé et à la radio, que ce soit privé, chaîne privée, publique. Et en plus, on a maintenant, depuis quelques années, le dépôt légal du web. Mais donc, ce sur quoi on a les droits et qui est accessible sur la plateforme qui s'appelle INA Media Pro, donc 2,5 millions d'heures de contenu quand même. On a effectivement les émissions de TV nationale, régionale, télé publique. Donc, les débuts de la télé, c'est 49, les débuts de la radio des années 30. La télé à Lyon, par exemple, c'est 54. Donc, on a des contenus depuis 54 de la télévision régionale lyonnaise. On a à la faveur de mandats des documents plus anciens. Par exemple, on a un mandat du ministère de l'Agriculture et de la Pêche qui nous permet d'avoir des images de 1910. C'est du film, c'est magnifique. Je ne sais pas si tu les connais, ces fonds. C'est du film noir et blanc, alors sans
Du 35, ouais, c'est vraiment très très beau. C'est sur l'éducation au sens large, bien sûr, d'agriculture, mais pas que. Comment être une bonne ménagère, entre guillemets. Enfin, voilà, c'est éducation de la femme, des enfants. Donc, c'est un très beau fond. On a aussi les voix de Méliès et d'Eiffel. Là, on est sur du disque des années 1895, si ma mémoire est bonne. Donc ça, c'est bien avant que la télé et la radio existent quand même. On a des émissions radiophoniques, évidemment, les chaînes de Radio France. On a, avant que la télé existe, on a tout le fond des actualités françaises, donc les actualités qui étaient diffusées, et actualités mondiales, des actualités qui étaient diffusées dans les salles de cinéma, qui diffusaient des actualités hebdomadaires. Avec cette voix caractéristique. Et oui, voilà, que vous avez forcément tous entendu, en tout cas que nous, on diffuse allègrement sur nos réseaux sociaux. On a ce dont je parlais, les frontières, donc les mandats. J'en ai assez parlé, mais c'est énorme, on a beaucoup de mandats et on a vraiment une grosse politique d'acquisition de mandats. On a effectivement les fonds, les productions et les coproductions que l'on fait. On est autour de 50 productions et coproductions annuelles. Depuis que l'INA existe, en fait, on produit du contenu. Traditionnellement du linéaire, ce qu'on appelle du linéaire, donc pour les chaînes de télé classiques, TNT. On produit aussi pour Ciné+, évidemment. Pour toutes les chaînes. On a fait du RMC également. Et puis un fonds photo là j'ai indiqué, alors on est un peu plus de 1,2 million de clichés, mais maintenant, parce qu'on a récupéré des fonds de France Télé, mais qui ne sont pas encore numérisés. Et donc, je le disais précédemment, une partie accessible à l'AFP, mais plutôt pour des sujets d'actualité, et Getty. En revanche, si vous avez des projets de documentaires et vous vous dites, il y a peut-être un faux photo INA, notamment sur ce que je disais, tout ce qui est variété, cinéma des années 60-70, ça peut valoir le coup de nous solliciter et nous, on fait les recherches et on vous envoie des planches contact. Oui, parce que ce n'est pas sur Emeda Media Pro. Pas encore, ouais. Ça va venir. Il y a un travail de notice, c'est vrai que c'est énorme, en fait, c'est gigantesque. C'est énorme, on ne s'arrête jamais. Alors, c'est pas le lieu de parler de l'IA, mais à l'INA, on investit beaucoup et on a très tôt investi les sujets de l'IA, justement pour, notamment là, on a tout notre fonds qui est maintenant professionnel, qui est transcrit. Donc, ce qui va nous permettre... Alors, c'est pas encore exploitable, sauf en partie pour des projets spécifiques, mais bientôt, on va pouvoir interroger là-bas sur tout ce qui est transcrit. Donc ça, c'est déjà énorme parce que c'est la transcription de la voix off, donc du journaliste. Il y a encore un sujet sur la trouvabilité sur les images, c'est-à-dire que interroger là-bas sur trouve-moi toutes les images de notre fond des 2,5 millions où on voit la Fourvière, par exemple. Ça, on a incapacité pour l'instant de le dire. Et c'est une vraie problématique parce qu'on a beaucoup de demandes de recherche sur des images et pas sur du sens, mais sur des images juste. Donc il y a encore le champ de travail de notre fonds est encore énorme. La trouvabilité, c'est encore un sujet que l'IA va nous permettre, qui va pouvoir permettre aussi de dégager du temps à nos documentalistes pour faire d'autres choses, notamment de travail de valorisation de ce fonds maintenant. Alors, peut-être, j'avais envie de me tourner vers Maximilien, mais est-ce que tu voulais... Ouais, parce qu'on a avec nous Maximilien alors, pardon, j'ai oublié ton nom de famille, tu vas me le dire. Ouais, mais non, t'inquiète pas, Damien. Merci beaucoup, Fabrice. Oui, parce que on a cité ta société tout à l'heure. Alors là, on voit un fonds énorme qui est évidemment le fonds national, mais on a ici des petits fonds, des petits fonds et qui racontent finalement l'histoire de cette numérisation et puis des archives familiales, privées. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment l'histoire de la suite numérique? Oui, merci beaucoup. Du coup, merci de la qualité de cette table ronde et c'est toujours intéressant d'avoir un regard sur l'archive et la manière dont elle est utilisée. Donc moi, je m'appelle Maximilien et je m'occupe d'une société qui existe depuis 2010, qui a un studio basé à Lyon qui s'appelle La Suite Numérique et qui est spécialisée dans la numérisation d'archives audiovisuelles au sens très large. Et à l'intérieur de ce studio, depuis quelques années, on développe un nouveau projet qui s'appelle le Catalogue Pélican
et qui est une collection de films amateurs à destination des professionnels de l'audiovisuel. Donc c'est un point de vue du coup différent, puisque nous sommes sur le terrain pour aller justement chercher des images à mettre à disposition de ces professionnels qui en ont besoin pour agrémenter leur sujet. Et du coup, notre point de vue là-dessus, alors il y a deux choses. Premièrement, la suite numérique, donc cette société, depuis 2010, a vu passer en fait énormément d'archives. Et nous n'étions à l'époque qu'un simple prestataire, c'est-à-dire qu'on nous amenait des films, on numérisait les films et les films repartaient en réalité de manière numérisée, mais finalement ils allaient être rangés sur une étagère dans un bureau. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que notre métier, certes, c'est la numérisation, mais la sauvegarde et la valorisation en faisaient partie aussi. Et on a décidé donc de monter ce projet il y a 4 ans. Donc c'est un projet qui est en développement avec tout ce qu'il comporte, c'est-à-dire le choix des archives, la contractualisation avec les ayants droit qui est un gros sujet, et la manière dont on peut faire sortir ces archives pour les rendre disponibles, puisqu'il faut que les droits soient clinés, et on ne peut mettre à disposition des professionnels que des archives sur lesquelles nous sommes sûrs d'avoir une contractualisation qui est claire. Dans les archives amateurs, puisque c'est notre credo, en réalité c'est la source principale de notre collection, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, on trouve en fait des films des années 30 aux années 70, essentiellement sur support pellicule, donc les supports amateurs, le 9.5, le 8, le 16. Et ces images-là, en fait, bien sûr, on ne prend pas tout, il y a une grosse sélection qui est faite. Donc la sélection va dépendre de la qualité de l'image, la qualité de ce qu'elle raconte, les conditions dans lesquelles elles ont été tournées, etc. Et puis également, ces archives-là ont besoin, premièrement, d'être trouvées. Donc nous, on voit ça comme du minerai sur le terrain, parce qu'on est en charge d'aller chercher les archives auprès des familles, auprès des collectionneurs. Également, on s'intéresse beaucoup aux archives dites sans maître. C'est des archives qui malheureusement sont complètement perdues et peuvent atterrir sur une brocante, sur le Bon Coin. Et ces archives-là peuvent avoir aussi un intérêt. Donc nous, notre objectif, c'est de dégager ces archives-là, de les trier avec une ligne directrice dans notre collection. J'ai l'impression qu'il y a une ligne qui se dégage, ce serait plutôt une ligne qui serait l'aventurier explorateur à travers le monde, puisqu'on a des films sur plus de 120 territoires, donc c'est assez large, assez vaste. Et du coup, on essaye de dégager cette thématique-là. Et ce qu'on trouve dans le film amateur, au-delà du contenu, c'est la manière dont c'est tourné, dont c'est filmé, ce que ça raconte. Les gens sont là simplement parce qu'ils sont devant une caméra et on a un reporter, certes amateur ou semi-professionnel, qui se balade à travers le monde et qui vient filmer. Et à aucun moment, il y a une volonté de vouloir écrire un sujet précis à ce moment-là et de demander de jouer ou de faire semblant. Donc là, on est vraiment dans de l'archive, certes, dite réelle, mais de toute façon, il y a toujours un point de vue en fonction de la caméra, etc. Mais c'est des archives qui racontent effectivement le monde à travers l'œil de cinéastes amateurs. Et voilà, du coup, on développe un peu ethnographique. Pardon ? Un peu ethnographique, enfin quelque chose de... Alors, j'irai pas jusqu'à ethnographique, parce que du coup, dans l'ethnographie, il y a vraiment la science de raconter quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, comme je le disais, ce qui se dégage plutôt, c'est l'exploration, l'aventure. Et peut-être qu'avec le temps et la collection qui grandit en fait de jour en jour. Aujourd'hui, on est à plusieurs centaines d'heures. On va approcher le millier d'heures prochainement. On participe, cette année, on participe à peu près 10 projets dans lesquels on a réussi à intégrer des images, à vendre des images. Donc nous aussi, on est sensible à tout ce qui se dit ici, la manière dont on vend les images, dont elles sont utilisées, le prix des images, comment vendre des images amateurs et à quel prix, qu'est-ce qu'elles valent vraiment. L'avantage qu'on peut avoir, c'est que nos images, vu que ce sont des images amateurs inédites, elles n'ont jamais été vues, hormis dans un cadre très restreint, qui est un cadre familial, un cadre d'amateurs éclairés qui, à l'époque, se retrouvaient dans des ciné-clubs pour regarder des expériences filmées. Mais du coup, ces images racontent le monde d'une manière un peu différente, un peu décalée. Et voilà, donc
En tout cas, moi, je voulais parce que je t'ai contacté et j'ai eu des images vraiment intéressantes parce que effectivement, dans enfin, moi qui me suis bien plongée là sur les années 50 pour voir les conditions de la femme dans les années 50. Et évidemment, la télévision, elle va en parler. D'ailleurs, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire comment elle en parle et évidemment d'étudier la manière dont les archives, enfin, dont la télé parle, c'est déjà un sujet en soi. C'est un sujet en soi en fait. Et puis après, il y a les archives amateurs où là, on va avoir plus des images, on va dire, de... Peut-être là, j'ai envie de me tourner vers toi. Alors moi, je donne mon expérience, mais j'imagine que toi, tu as déjà fait... je crois que tu travailles en ce moment avec des archives personnelles. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ou peut-être... Non. Vas-y. Il m'est arrivé un cas particulier où j'avais filmé des manifs en l'an 2002, quand Le Pen, la première fois, est arrivé au deuxième tour, en Super 8. J'avais une caméra Super 8, je les avais rangées de côté et finalement, 12-13 ans après, je les ai redécouvertes. Elles avaient été numérisées, je me souvenais plus de mes intentions. Donc je me retrouvais dans d'image amateur et j'ai décidé de faire un film avec ça. Et en fait, c'est super intéressant de faire un film aussi que d'images que tu n'as pas tournées et de voir qu'est-ce qu'on peut faire dire à l'image, jusqu'où on peut aller. Et c'est un exercice vraiment intéressant qui sert aussi dans les films classiques où on a du live et aussi de l'archive. Et de pousser les limites, de voir jusqu'à un moment tu peux distordre l'image là, et donc l'image amateur c'est quand même assez touchy. Je ne sais pas si vous... Parce qu'il y a quand même il y a une vie de famille, il y a une vie intime. Est-ce que vous avez un droit de regard sur les films quand même dans lesquels vont atterrir? Oui, tout à fait, parce que complètement. Et en réalité, nous, on s'intéresse très peu aux films dits personnels. C'est-à-dire, dès que ça touche à la famille, à la cellule vraiment où les gens sont reconnaissables dans leur intimité, nous, on va s'en éloigner. C'est pas notre... D'accord, c'est plus des scènes de vie filmées. C'est plus des scènes de vie, c'est plus des voyages, ambiances. Aussi, des voyages, c'est ce que tu Bien disais. Bien sûr, beaucoup de voyages, beaucoup d'exploration. En fait, nous, on se détache un petit peu. Donc, on est une cinémathèque en réalité, mais privée. On se détache du travail des cinémathèques régionales, qui elles font un travail de terrain avec généralement un bassin. Alors que nous, on est ouvert sur le monde et on a vraiment cette curation en interne de prendre ou de ne pas prendre. L'avantage qu'on peut avoir là-dessus, c'est que par moment, on peut être un peu strict. Une archive peut être intéressante par son aspect esthétique, mais on va juger qu'en fait, elle ne raconte pas assez et qu'elle n'entrera pas dans notre collection. D'accord. Et l'avantage qu'on peut avoir aussi, c'est que du coup, on est équipé en interne pour gérer la totalité de la chaîne, c'est-à-dire faire entrer les films, les numériser, les valoriser et ensuite les mettre à disposition. Et la restauration, en fait, est un sujet qu'on est en train d'ouvrir aujourd'hui sur la livraison des archives avec potentiellement, dans un second temps, une fois que les archives sont sélectionnées au Final Cut et qu'on nous appelle, écoute, on va prendre tant de secondes de tel, nous, on va pouvoir intervenir sur les archives pour les nettoyer. Parce qu'il faut savoir que les archives amateurs, souvent, n'existent qu'en un seul exemplaire. Donc, dans notre studio, vous avez des centaines de bobines empilées. Ce sont les seuls exemplaires qui existent. Elles ont été tournées, souvent montées à la main et projetées. Donc, en fait, ces archives, forcément, avec le temps, elles sont abîmées, elles sont rayées, il y a de la poussière, il y a des coulures de scotch, etc. Les perforations sont éclatées. Donc, nous, notre expertise, ça va être aussi de valoriser l'archive, mais dans son excellence, et l'amener, dans certains cas, parce que ce n'est pas toujours le cas, beaucoup adorent l'archive pour ce côté rayé, pour ce côté un peu explosé, éclaté. Ça raconte autre chose. Mais par contre, on va proposer un service complet qui va pouvoir amener nos clients à pouvoir avoir une archive livrée, diffusable, en 2K, en 4K, prête à être utilisée. Et Sandrine, pour te répondre, en fait, dans les films que j'ai faits, je parle aussi de grande histoire, mais je passe par l'intime. Donc je mélange deux types d'archives. Donc c'est de l'archive familiale qui est plus sous l'ordre de la photo. J'ai rarement eu des films, parce que moi, les intervenants ne sont pas tout jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est de mélanger les deux. De mélanger l'archive familiale, que tu l'insères dans une archive qui raconte la grande histoire. Et c'est pareil, c'est une question de narration. Mais oui, il y a quelque chose d'émouvant dans l'archive familiale qui est intégrée, et sachant que quand la personne est encore vivante même. Donc tu mélanges avec trois supports, la personne vieille, la personne plus jeune, l'époque. Et donc oui, mais j'ai pas fait un film qu'avec des archives familiales, ou vraiment des archives familiales en conséquence. Mais à un moment, c'est toujours intéressant d'en avoir quand tu as un intervenant ou quelqu'un que tu suis
pour donner un peu d'émotion et une vraie empathie. Ça crée de l'empathie. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste spectateur, d'un seul coup, on est aussi acteur avec lui. Et puis, alors ce que je disais tout à l'heure, pour situer un peu mon propos, je parle donc effectivement, moi je cherche des images de femmes qui croulaient sous les bébés. C'est-à-dire de ces femmes qui ont 7, 8 enfants, etc. Et ça, c'est difficile à trouver parce que qui filmait les femmes à cette époque-là, dans les années 50 ? Mais est-ce qu'elles sortaient ? Oui, déjà, est-ce qu'elles sortaient ? Mais qui est-ce qui les filmait, tout simplement ? C'est une vraie question. À la télé, on voit des femmes avec... elles sont endimanchées et elles ont la médaille de femmes parce qu'elles ont justement 17 enfants, mais ça raconte autre chose. Et puis, sinon, dans les archives amateurs, moi, de ce que je trouve, c'est beaucoup de baptêmes. Donc, on voit tout le monde est endimanché, la femme, tout le monde est content. En fait, dans les documents qu'on a familiaux de l'époque, bah, c'est difficile de trouver quelqu'un de déprimé, qui croule sous les tâches. Or, c'était vraiment le cas. Pour aller dans ton sens, l'INA, il y a 2 ans, a lancé une grande collecte de témoignages des femmes qui avaient avorté avant la loi Veil. Donc ça a donné lieu à un documentaire qui a été diffusé il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines, date anniversaire de la loi Veil à l'Assemblée nationale, qui s'appelle « Il suffit d'écouter les femmes », où alors il y a une partie des témoignages qui ont été intégrés dans le documentaire, mais on a reçu 400 témoignages sur répondeur téléphonique ou par mail. Et ça a donné lieu à 70, je crois, vraiment témoignages filmés qui sont accessibles sur notre plateforme. Et là, c'était vraiment de trouver des femmes, pas des militantes, parce que effectivement, dans les archives professionnelles, on va trouver des témoignages de femmes militantes, mais c'est pas ce qui nous intéressait. Nous, on voulait avoir le témoignage de la femme, mais aussi des enfants, du mari, des médecins. D'ailleurs, si vous avez vu le documentaire, il y avait eu quand même beaucoup d'abus de médecins. Voilà. Et c'est ce qui nous manquait, en fait. C'est ce qui manque dans les archives professionnelles et même dans les images amateurs, quelque part. Dans ces années-là, je ne sais pas si maintenant on le fait, mais on ne filmait pas la souffrance. C'était toujours... pour les femmes, en tout cas, c'est sois belle et en gros, tais-toi. Et sur un autre sujet, qui n'a rien à voir, mais pour parler toujours des images amateurs et de leur importance, on a des sujets pour lesquels on est faible en archives professionnelles. C'est le cas notamment de mai 68, parce que à cette époque, l'ORTF était en grève. Et donc, on a très peu d'images. On en a quelques-unes, mais... À la fois, il appartenait à Micro. À la fois, bah oui, l'ORTF, oui, c'était un double mouvement. Donc, de ce fait, on a très peu d'images professionnelles de ce qui s'est passé, notamment sur les barricades. Et quand nous, on a produit du contenu, des documentaires sur mai 68, on est allé piocher dans les fonds amateurs. Oui, ça, j'imagine que là, pour le coup, il y a eu des gens qui ont filmé. Exactement. Parce que déjà, dans le 68, on pouvait être caméra au point, etc. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on oublie à quel point, évidemment, aujourd'hui, tout est filmé. Alors, la souffrance, sur Internet, alors là, moi, peut-être, à moins qu'il y ait des questions, des interventions. Ah ouais, là, il y en a, c'est bien. Vas-y, Laura. Alors, est-ce qu'on peut... regarde, le micro, est-ce que... Ouais, voilà, super. Moi, j'avais juste une question pour revenir sur le tableau. Vous parlez du fonds tiers et donc des mandats envers les producteurs et les réalisateurs. Ça représente quelle proportion de votre fonds global ? Parce que du coup, ça veut dire que plus de films se font, plus c'est intéressant pour vous, en fait. Alors, en fait, je ne vais pas répondre... le volume, je ne le connais pas. La part de mandat sur la part d'images professionnelles. J'ai envie de dire, elle va croissante parce que plus ça va, moins on a d'images professionnelles qui nous viennent de France Télévisions et de Radio France. Enfin, Radio France, c'est pas vrai, mais de France Télévisions en tout cas, puisque depuis plusieurs décennies maintenant, France Télé n'est producteur que de son actualité, de moins en moins de ses magazines d'information, et au mieux fait de la copro sur du documentaire, du téléfilm, voire achète. Donc on n'a plus aucun droit du tout sur les images de France Télévisions. Radio France, c'est différent parce qu'ils sont encore complètement producteurs de tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils produisent. La radio étant quand même une matière qu'on a du mal à exploiter, alors en podcast un peu, en doc aussi, mais il faut toujours l'illustrer par de l'image.
C'est aussi pour ça qu'on a une grosse politique d'acquisition de fonds tiers. Donc cette part va croître forcément, mais je ne saurais pas vous dire pour l'instant quelle est la proportion de fonds tiers versus de fonds professionnels. On a quand même des contenus qui datent des années 50 en fonds professionnels, j'entends. Donc on a quand même une masse importante. Ouais, tu voulais compléter ? Oui, je voulais compléter. Pardon. Vas-y. Je voulais compléter de par mon expérience du coup en tant qu'utilisateur de la base INA Pro. Alors pareil, je ne pourrais pas te dire la proportion entre les mandats que représente l'INA et les productions qu'ils ont de France TV qui diffusent. Mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de boîtes de production qui passent par l'INA aussi pour bénéficier de leurs services et de leur expertise de valorisation des fonds et aussi de leur service commercial. Et comme c'est la première entrée, c'est le premier outil de travail pour les documentalistes, c'est plus intéressant pour une boîte de production de passer par l'INA, quitte à leur verser une petite commission pour ce travail qu'ils font, plutôt qu'essayer de les vendre par eux-mêmes, parce que c'est un vrai travail. Moi, je connais beaucoup de boîtes qui ont essayé de le faire eux-mêmes, ça n'a pas forcément bien fonctionné, les gens ne les connaissent pas, alors qu'effectivement, c'est plus facile d'avoir une seule et même entrée pour retrouver des vieilles émissions ou même des reportages de la télévision des années début 2000 ou même 90. Voilà. Les gens se tourneront naturellement vers l'INA. Est-ce qu'on peut juste baisser le slide comme ça on verra la plateforme INA Media Pro en fait. C'était ça là, ouais. INA Media Pro, c'est vraiment la plateforme qui donne accès. Alors c'est sur accréditation, si vous êtes professionnel de l'audiovisuel, alors au sens large, parce que les institutions culturelles y ont accès. Les journalistes y ont accès, les auteurs réels évidemment, quoi d'autre, les mairies, les services culturels des mairies, des agglomérations y ont accès dès l'instant où ils ont un projet qui requiert de l'archive. Oui. Micro, Nicolas. Tu es là derrière en plus, ouais. Quand on traîne sur INA Media Pro et qu'on se dit je vais commencer à monter quelques images, on peut avoir un interlocuteur à qui on écrit, qui nous envoie des bases def, on peut commencer déjà à travailler. Tu peux même les télécharger tout seul. En fait, oui, non, tu les télécharges extraits et les télécharger tout seul. Et c'est assez cool, ça, de pouvoir faire des pré, des montages. Il faut quand même le dire, tu disais que vous alliez faire évoluer cette plateforme, tant mieux évidemment, mais c'est déjà formidable de l'avoir sous la main et de pouvoir d'avoir cette base de données qui est quand même vraiment bien organisée et qui est vraiment un trésor sans nom. Je suis contente, c'est pas moi qui le dis, mais oui, c'est vrai que c'est unique au monde. Non, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment super bien fait. Et on peut se perdre. Moi, j'aime bien me perdre. Alors, j'avais une question derrière. Tu as raison, personne n'a ça en Europe. Il faut le dire. Je veux dire, quand on cherche en Italie, par exemple, moi qui adore le cinéma italien, alors Luce un petit peu, mais c'est tellement mal foutu. C'est à l'italienne, si tu veux, tu vois. Essayer de choper une archive en Italie, bon courage. Alors, j'avais une question. J'avais une question. Oui, on a parlé des droits des ayants droit. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un peu le point sur le droit des personnes qui sont filmées. Parce que dans l'univers de la photographie, ça a été catastrophique pendant ces dernières années. Aujourd'hui, les photographes tentent de publier leurs images en se disant pourvu que ça ne me tombe pas sur la figure. Du côté de l'audiovisuel, on en est où? Et quand on parle d'archives, comment on fait pour savoir si on a le droit si montrer des personnages, même dans la rue, quelle est la doctrine de l'INA, par exemple, par rapport à ça? Alors, c'est vrai que nous, on récupère les contenus de France Télé, donc 1 an après leur diffusion. Donc, a priori, quand il y a eu des interviewés lors de reportages, ils ont donné leur accord pour être interviewés. Pardon ? Ah oui, tout à fait. Ouais, non, alors oui, il est très fréquent qu'on nous sollicite pour retirer de la vente et ou de nos chaînes YouTube, de nos plateformes numériques, des extraits. Ça a été notamment le cas lors des manifestations Je suis Charlie, après les attentats,
où il y a eu beaucoup d'images de familles qui venaient manifester et où on avait des gros plans d'enfants. Enfin, je sais pas, est-ce que les caméras de France Télé, notamment parce qu'on gère les images de France Télé, mais il y a eu, suite à ça, on a eu 1, 2, 3 ans après des demandes de retrait de la commercialisation de ces images. On a des gens qui ont changé de sexe, par exemple, et qui ont été interviewés dans les années 80 et qui nous demandent de retirer les images. Voilà. Donc à chaque fois, ça passe par notre service juridique qui estime le bien fondé aussi de la demande et qui met des alertes sur des contenus qu'on ne peut plus céder. Des droits de l'image, des droits à l'image. Oui. Ouais. En tout cas, on se porte garant sur toute la chaîne des droits d'auteur. Ça, c'est sûr, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'à chaque fois qu'on vend une archive, en fait, il y a un pourcentage qui est reversé aux sociétés de gestion collective des droits d'auteur. Et ça, sur tout le fond. C'est pour ça qu'on fait pas de différence entre ce qui pourrait être du domaine public de ce qui ne l'est pas, parce qu'en fait, on gère des masses tellement énormes que c'est sur l'intégralité du fonds et de la cession des fonds que l'on reverse, un pourcentage. Mais sur le droit à l'image, tant qu'on n'a pas d'alerte, oui, on n'a pas de no-go, en fait. Non, puis il ne faut pas oublier, alors pardon, moi j'avais fait une intervention là-dessus, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a le droit à l'image, le droit de la personne, mais il y a aussi le droit à l'information. Non, en fait, non, parce que c'est à partir du moment où vous participez à un événement historique, vous ne pouvez pas dire ah ben non, je veux pas. Si vous étiez là, c'est-à-dire que si c'est problématique pour votre, mais c'est des vraies questions. Mais le droit à l'image, il y a juste un article. Oui, mais l'archive fait histoire et c'est témoin. Donc, enfin ça, c'est un vrai sujet et c'est pas complètement. C'est un vrai sujet, ouais. J'avais une question là, puis j'avais. Oui, je voulais juste compléter sur cette histoire d'autorisation. En général, quand on achète les images, effectivement, à l'INA, ça part par le service juridique qui analyse les demandes, qui analyse les projets, et après qui contractualise avec l'acheteur des images. Et en général, le distinguo, pour répondre brièvement, c'est surtout si l'utilisation finale des images est éditoriale dans le cadre d'un documentaire, dans le cadre d'un journal d'information ou d'un projet éditorial, donc à vocation éducative, informative et pédagogique et culturelle. Et le distinguo se fait avec les projets qui sont plutôt d'ordre communication, marketing, publicitaire ou de fiction, ou pour lesquels on a des alertes des commerciaux et des documentalistes de l'INA qui nous disent attention, si tu utilises quelqu'un dans la rue dans un film documentaire, il n'y a pas de problème. Si tu utilises la même image dans un film de fiction ou dans une publicité Chanel ou Lacoste, attention, là il y a problème, parce qu'effectivement, si nous on se reconnaît en tant que Pékin lambda dans un film qui sert une marque, a priori on devrait pouvoir toucher des royalties comme tout le monde, comme le comédien, comme le réalisateur. Voilà, donc le distinguo, il est surtout entre projets éditoriaux et projets de communication. Bonjour, merci déjà de cette intervention. Juste pour me reciter, je suis producteur aussi à Lyon. Donc pour compléter juste l'échange qu'il y a eu, j'avais pas une question là-dessus, mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi on travaille nous sur un sujet où la personne qui est filmée en fait est une marque à elle-même quand on est une star et puis qu'on est une marque. Donc aussi il y a cette question-là il y a effectivement la question de quand la personne est inconnue, mais aussi la question de quand la personne est une marque. Donc on rentre dans d'autres questions et je ne sais pas si vous avez la réponse. Mais bref, ma question, c'était plus pour revenir un peu plus tôt dans le débat sur la question de l'utilisation de l'image. Vous en avez parlé quand on utilise par exemple une archive dans une télé. Où est-ce qu'on met la limite quand l'image d'archive est utilisée juste en base d'inspiration, mais qu'après elle est retravaillée soit en sketch, en dessin, etc. et qu'en fait on réinterprète un peu l'image? Où est-ce qu'on met la limite? Et aussi quand on utilise une image de journal télévisé qui elle-même utilise une archive, où est-ce que, enfin l'inception, où est-ce qu'on s'arrête quoi? Sur le premier élément, en fait, j'ai pas compris si c'était une archive qui vous inspirait
Et auquel cas, de toute façon... par exemple, une image d'un match sportif ou d'un événement sportif, du coup, on se rend compte que ça va être très compliqué d'avoir l'archive parce que ça dépend de on ne sait pas qui, c'est un peu obscur. Du coup, on se base sur ça pour refaire en dessin animé, par exemple, le mouvement qui a été fait par le sportif. Non. Là, ça peut se faire. Ouais. Ah oui, pardon, c'est une œuvre originale que tu es en train de créer, puisque tu l'as, même si tu as l'inspiration de tous les artistes du monde depuis la nuit des temps, eux-mêmes s'inspirent d'autres artistes qui l'ont précédé. C'est d'ailleurs un sujet avec l'IA encore aujourd'hui. On en parle actuellement beaucoup avec l'IA, et donc, a priori, si on ne voit pas l'œuvre dont tu t'inspires, tu la réinterprètes à ta façon. Alors, la façon du dessinateur. Et le deuxième aspect, il y avait une deuxième question. Oui, c'est l'archive qui est dans l'archive. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ouais, et par exemple, si dans un sujet de JT, il y a une archive, s'il y a une archive, je sais pas, par exemple, de captation théâtrale, ça va être, si vous prenez juste l'extrait de la captation théâtrale, ça va être de l'œuvre. Et vous pouvez l'utiliser, mais on vous facturera le prix de l'œuvre théâtrale et pas du JT d'actualité. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais faut-il qu'on ait les droits. Encore une fois, sinon on retombe dans ce que tu as dit précédemment. On vous livre l'archive, on vous la vend et vous signez une décharge. Qui en tout cas décharge l'INA et qui vous indique qu'il faut à votre tour obtenir les droits. Alors on se dirige vers la fin et comme on a l'après-midi, je sais, mais justement je me permets de dire que c'est un peu la dernière, à moins qu'il y ait une urgence, mais voilà. C'est très rapide, c'est même pas une question, c'est un commentaire. Alors oui, INA Media Pro, c'est super, c'est unique dans le monde et c'est vraiment formidable comme outil. Mais bientôt, ce ne sera pas la seule plateforme comme ça, parce que la BBC en forme aussi une plateforme pareille. Elle existe déjà, elle est accessible seulement aux professionnels qui travaillent à la BBC. Mais ça arrive parce que le but, c'est que ça soit public, ça ne sera pas dans les mois qui suivent, mais ça arrive. Donc... bonne nouvelle, je pense. Non, mais c'est une très bonne nouvelle. Enfin, c'est pareil, il y a les archives belges. Pendant un moment, donc, les archives belges sont gérées par la Sonuma. Et pendant un moment, je ne sais plus si c'est toujours d'actualité, mais avant que les Belges développent leur plateforme, ont distribué les contenus de la Sonuma. C'est toujours le cas ? Ils n'ont toujours pas développé de plateforme ? Bon voilà, du coup, on est aussi, on proposait à nos cousins d'autres pays francophones cette solution. Il y a quand même la RTS, les archives de la RTS, qui sont accessibles tout de même, qui font un super boulot, les Suisses. On est vraiment en lien avec eux depuis des années, depuis notamment qu'on est sur les réseaux sociaux. Ils nous ont un peu copiés, mais c'est pas grave. Ils font un super travail de valorisation de leur contenu. Voilà, tout ça pour dire que nous, notre intérêt aussi à l'INA, au-delà de vendre, c'est aussi de rendre accessibles ces archives au grand public. Je voudrais peut-être juste passer à la toute dernière slide. Voilà, l'INA en quelques mots sur les réseaux sociaux. En 2024, on était à plus de 2 milliards de vidéos vues. Avec une énorme croissance sur des plateformes plus jeunes que sont Insta et TikTok. Et on arrive à adresser un public qui souvent n'a pas connu l'époque des archives qu'il voit et qui sont très... mais j'en vois dans la salle aussi, qui je pense... sont pas familiers des archives en noir et blanc et des années 70 et qui s'intéressent quand même du coup à... toute une société, la société de leurs parents et de leurs grands-parents. Et en fait, c'est ça notre rôle et c'est ça notre mission. C'est aussi de rendre accessibles ces contenus et qui sont le reflet d'une société à un instant. C'est ce à quoi sert l'archive. Et c'est pour ça que c'est merveilleux de voir ce qu'il y a un grain, parce c'est vraiment pas la même manière de filmer. Alors, au-delà de l'aspect technique, c'est qu'est-ce que ça raconte de notre société.
Moi, je voudrais peut-être terminer, pas terminer obligatoirement, avoir envie de terminer, mais dire, c'est quelque chose qui, moi, me travaille beaucoup, c'est-à-dire qu'on parle de l'INA qui a effectivement gardé des fonds extraordinaires avant les années 80. Après, effectivement, il y a des sociétés privées qui produisent beaucoup de choses et de fait, vous n'y avez plus accès. Mais qu'est-ce que va devenir l'archive? Et c'est une vraie question au temps du numérique. Qu'est-ce que va devenir l'archive? Nous-mêmes, en tant que producteurs, on a du mal. Il faut qu'on change de disque dur régulièrement. Il faut qu'on fasse attention à ce que l'on a produit. Alors, moi, j'ai presque 40 ans de production derrière moi. Donc, on fait gaffe aussi à la manière dont on doit entretenir, voire restaurer ce catalogue. Parce que les images que j'ai prises il y a quelques années, il y a quelques décennies, sont, moi, j'estime catastrophiques par rapport au 4K d'aujourd'hui, voire du 8K, etc. Et donc, je me dis comment on va numériser tout ce qu'on voit aujourd'hui, comment on va, pas numériser, mais conserver tout ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà, il y a une perspective sur le... Et comment on va les regarder? Veux-tu parler dans le micro? Parce que les supports de projection, ils changent tous les 10 ans. Ouais, c'est ça. C'est aussi exactement. Ça. Un film de 1920, il faut aller à la cinémathèque pour trouver un projecteur. Alors, ils ont été numérisés, mais là, le disque dur n'a pas une espérance de vie éternelle. Et non, même très courte, malheureusement. Donc, est-ce qu'à la longue, tout ce qu'on fait ne va pas disparaître? C'est ça. C'est une belle question de fin. Alors, non merci pour cette ouverture. Sandrine. Donc finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Écoutez, c'est complètement nihiliste. Heureusement que nous, on est optimistes. Moi, je pense qu'on trouvera toujours des moyens. Non, pardon, mais je crois que, et c'est un bon exemple, la BBC est un bon exemple, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de conscience de la valeur de ces archives et que les moyens sont mis. Alors, en France, on a été peut-être précurseurs, mais il y a quand même... les moyens sont mis pour sauvegarder ce patrimoine national, international. Voilà. Mais après, il va falloir trouver des solutions, parce que paraît-il, c'est au niveau du réchauffement climatique, c'est pas génial non plus. Nico, arrête de plomber l'ambiance, on va manger. Allez, on va aller déjeuner. Conservation. Mais écoutez, je vous propose d'en parler autour du déjeuner et de donner la parole à Damien qui va nous expliquer comment ça va se passer.